Bonjour tout le monde et bienvenue sur la Panzer Division Aero. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la seconde partie de mon montage du SDKF Z7 version 2, un semi-chenillé équipé d'une pièce de DCA, la Flak 36, dans le cadre de ma participation à l'excellente initiative de mon ami Didier Lefebvre de Plastic Dream autour d'un projet communautaire qui s'appelle Devoir de mémoire et de maquettisme, qui a pour thématique cette année la commémoration des 80 ans du débarquement en Normandie. Alors si vous n'avez pas vu le premier épisode sur le montage du véhicule, je vous invite à faire un tour sur la chaîne. C'est un site internet qui regroupe ce qu'on appelle des historico-montages, l'association d'une partie historique avec le montage d'une maquette. Un exemple ici, avec mon projet où j'ai fait une synthèse historique sur le retrait des troupes allemandes à travers la Seine pour tenter d'échapper à l'encerclement des Alliés, et le montage de la maquette sur les différentes étapes, aussi passionnant qu'un magazine de modélisme. Je vous invite à faire un tour sur le site, à apprécier son contenu, à liker les reportages des auteurs et à partager avec tous ceux qui apprécient le côté historique et qui est amateur de la bataille de Normandie. Alors au programme peinture et vieillissement du véhicule, on verra ensemble la partie camouflage avec une méthode bien particulière que j'ai envie de vous montrer. On continuera ensuite avec la patine et le vieillissement du moteur. Vu qu'on laisse les trappes ouvertes, ça va être l'occasion de le sublimer pour qu'on puisse vraiment bien l'admirer. On enchaînera aussi sur le tableau de bord avec les décalcomanies en relief de chez Quinta Studio. Puis on terminera avec le vieillissement du train de roulement et la partie camouflage végétal qui était typique des engins allemands en Normandie. Alors on se retrouve tout de suite dans l'atelier pour voir tout ça ensemble. Avec tout ce travail de photodécoupe, c'est obligatoire d'utiliser un apprêt spécifique pour les pièces en métal. Le produit de chez VMS a fait ses preuves. C'est un des meilleurs du marché, je le trouve très agréable à travailler, il passe très bien à l'aérographe et ne laisse pas de traces. Pour le plateau, je vais même passer plusieurs couches pour favoriser au maximum l'adhérence de la peinture. Étant donné que par la suite il y aura un travail assez conséquent de vieillissement, il faut absolument que j'évite que la peinture s'écaille lors de cette étape. Je continue ensuite avec les apprêts de la gamme de chez Hamo. Je commence par la couleur noire qui va me servir de base pour les ombres. Je vous conseille de l'appliquer en plusieurs passages avec des voiles fins. N'essayez jamais de l'appliquer en une seule passe, vous verrez que le résultat sera meilleur. Pour ceux qui ne connaîtraient pas cette peinture, elle a un avantage très intéressant, c'est qu'elle est auto-nivelante. C'est-à-dire qu'en séchant, elle va s'aplatir, ce qui peut être intéressant si jamais vous avez eu la main lourde et que vous avez causé par inadvertance une petite surépaisseur. Alors comme pour le montage, je vais travailler par sous-ensemble, et quand ils seront tous peints et vieillis, je ferai l'assemblage final. Pour le plateau, j'ai dû faire attention au niveau des ridelles pour ne pas boucher le grillage. C'est souvent une erreur que je vois lors des expositions sur les grilles de ventilation des chars qui ont été obstruées avec de la peinture. Pour le châssis, je variante en utilisant du brun oxydé, identique à la peinture rouge anti-rouille utilisée à la base. En partant du principe que l'extérieur restera de cette couleur, l'équipage a juste concentré la peinture sur la partie extérieure. Il m'a fallu plus de 2 heures pour apprêter l'ensemble de la maquette. Je commence par peindre la partie intérieure du châssis en la laissant dans la couleur d'origine qui est appliquée à l'usine lors de la construction de l'engin, qui est une sorte d'apprêt rouge anti-rouille. J'utilise la couleur Rot Brown que j'applique sur l'ensemble de la structure intérieure. Puis pour différencier les volumes, comme les réservoirs, les treuils, j'utilise une couleur un peu plus claire, un Rot Brown base. Puis je termine par quelques éclaircies sur le centre des zones avec une couleur un peu plus claire que la précédente, un Rot Brown Light. Je continue avec la couleur principale du véhicule, le jaune allemand appelé couramment Dunkelgelb. Pour le châssis, je vais uniquement l'appliquer sur l'extérieur en laissant la couleur rouge anti-rouille sur l'intérieur, ce qui va donner un joli contraste. La peinture est diluée à 50% et je l'applique par plusieurs voiles fins pour préserver au maximum les détails. Dans les coins, les creux et les zones un peu plus profondes, j'applique moins de peinture pour qu'elles paraissent plus foncées. Je profite ainsi de la couleur d'après noir pour créer les premiers effets d'ombre. Un travail qui a été très long, il m'a fallu plusieurs heures pour arriver à peindre l'intégralité du véhicule. Je poursuis ensuite avec les éclaircies, en utilisant la même couleur mais un peu plus claire. Le fabricant propose à travers son panel pour la même teinte différentes tonalités, ce qui est très pratique pour faire les dégradés et les modulations. On gagne du temps à ne pas faire ces mélanges soi-même. Je concentre la peinture sur le centre des zones. Exemple ici avec le bouclier du canon aérien. Il faut juste éviter de recouvrir sur les ombres qu'on a fait précédemment. Pour le reste du véhicule, je concentre la peinture sur les parties les plus exposées à la lumière, comme le sommet des garde-boue et les centres des panneaux. Pour le camouflage, je vais m'inspirer d'un engin survivant qui est au Bastogne Baraque en Belgique, et j'ai un peu retracé son historique à travers différents sites internet de musées qui l'ont possédé et qui se sont occupés du véhicule. Il a appartenu à la 19e Panzer Division sur le front de l'Est avant d'être abandonné en Belgique.
Et on voit ici le principe de bande de couleurs brun et vert qui était bien utilisé à cette époque sur ce genre de véhicule. Un petit conseil, c'est de faire le maximum de regroupements de photographies. Moi, j'utilise une tablette pour l'avoir à portée de main sur l'atelier. Alors, pour réaliser les motifs du camouflage, j'utilise un produit qui est un putti de masquage. Très pratique, je vous recommande de l'avoir dans votre atelier. Ça permet de faire des masques temporaires très facilement. Et je le travaille avec des pinceaux gomme pour ne pas rayer la peinture ou mettre des traces de doigts. Le putti, alors, n'est pas du tout agressif comparé à du ruban de masquage qu'il faut découper et mettre en forme. Et s'ils sont en plus de mauvaise qualité, peuvent arracher votre peinture. Cette pâte, en fait, qui est très malléable, on peut lui donner la forme qu'on souhaite. Il faut juste prendre conscience d'une chose, c'est qu'elle reprend dû à son propre poids et à la gravité sa forme originale. Un exemple avec cette boule que j'ai fait et qui au bout d'un quart d'heure s'est complètement aplatie. On va prendre un exemple avec le bouclier du canon anti-aérien. Alors dans un premier temps, je fais plusieurs exemples en dessinant à échelle le camouflage pour trouver le meilleur compromis entre la forme et la disposition des taches vertes et marron. Pour rappel, je m'inspire de photographies d'un engin survivant. Alors n'hésitez pas à demander un avis extérieur, par exemple vos copains de votre club de maquette, pour qu'ils puissent vous donner leur impression et corriger votre schéma si c'est nécessaire. Pour le putti de masquage, je l'étire de manière à obtenir un boudin très fin qu'on peut même rouler sur le tapis de découpe, puis je le dispose approximativement sur la surface que je souhaite traiter. Alors il a un très bon pouvoir d'adhérence, il faut légèrement appuyer pour qu'il puisse se maintenir. Puis à l'aide de mes pinceaux gomme, je le mets en forme jusqu'à ce que j'ai la forme qui me convienne. Alors il faut bien l'aplatir pour que la délimitation soit la plus précise possible pour obtenir un bord franc. Si vous laissez la forme arrondie du baudin, vous aurez des projections de particules autour de la tâche et un résultat qui sera vraiment décevant. Puis une fois que j'ai mon motif, je viens compléter tout autour pour protéger le reste de la maquette. C'est surtout pour éviter que des petites projections de peinture aillent sur des zones que vous ne souhaitez pas traiter. Puis je passe ma couleur à l'aérographe par plusieurs passages de voile fin avec une dilution d'environ 50% et une pression de 1 bar pour travailler de façon précise et légère. Puis surtout, il faut attendre que la peinture soit complètement sec au toucher pour retirer votre masquage. Et à la fin, vous pourrez ensuite admirer le résultat de votre travail. Alors il se peut que parfois ça déborde ou ça manque de peinture à un endroit, c'est pas difficile, vous refaites un masquage sur les zones à refaire et vous repassez tout simplement une couche de peinture. Alors petit conseil pour éviter des erreurs qui peuvent vous coûter cher, le premier c'est que quand vous retirez le putti de masquage, il est chargé de particules de peinture, donc vous risquez d'en avoir sur les doigts. Moi j'ai pris l'habitude, le réflexe d'utiliser une lingette humide à base d'eau pour nettoyer mes doigts et les sécher sur mon tablier. Un autre conseil, ne réutilisez jamais le putti que vous avez pris pour la tâche précédente. Vous en reprenez systématiquement du neuf, du propre dans le pot, parce que comme il est chargé de particules de peinture, vous risquez d'en mettre sur les zones que vous ne souhaitez pas traiter. Et dernier conseil, faites les tâches les unes après les autres. Ne faites pas d'abord le masquage sur l'intégralité du modèle, puis la peinture, ça ne sert à rien. Parce que comme je vous ai dit au début, sous l'effet de son propre poids et de la gravité, les masques que vous allez faire vont vite se déformer, surtout s'il fait chaud, et vous allez devoir tout recommencer. Le plus simple, c'est de les faire au fur et à mesure tranquillement. Puis une fois que vous avez fini votre camouflage, vous pouvez recommencer pour les éclaircies. Là, je reprends ma peinture et je rajoute 20% de couleur jaune avec le même taux de dilution et j'éclaircis le sommet des taches et les parties exposées à la lumière pour apporter un petit contraste supplémentaire. Au final, avec un peu de temps et de patience, en étant rigoureux, on peut arriver à faire de jolies choses. Pour juste vous donner une idée du temps passé sur le bouclier, ça m'a pris à peu près 2 heures pour juste cette partie. Je commence à préparer les plaques d'immatriculation pour accueillir les futures décalcomanies. Étant donné qu'elles sont déjà en photodécoupe, l'astuce consiste à les peindre préalablement. Je commence par le blanc que je dilue fortement et je fais plusieurs couches successives. Le fait qu'il y ait un petit rebord sur la pièce permet à la peinture de s'étaler par capillarité. Puis avec un pinceau très fin, je reprends le pourtour en noir. Il faudra bien sûr reprendre les petits défauts car malheureusement à cette échelle, j'ai tendance à très vite déborder. J'en profite également pour refaire les rivets de fixation également de couleur noire. Les marquages sur ce genre de véhicule sont assez restreints. J'ai cependant fait un minimum de recherche par rapport aux plaques d'immatriculation et j'ai découvert que les chiffres et les lettres avaient toute leur importance. Les plaques commençant par exemple par WH étaient pour la Wehrmacht et WL était pour la Luftwaffe. Il y avait ainsi plus d'une dizaine de lettres possibles en fonction des unités qu'elles représentaient, marine, police, Croix-Rouge, etc. Pour les numéros des véhicules, il s'avère aussi qu'elles avaient toute leur importance. Pour l'unité de la Luftwaffe, on parle d'une organisation Luftgo-Kommando, et les unités de défense antiaérienne déployées dans le nord de la France et la Normandie étaient rattachées à la numéro 5. Ce qui m'a permis de terminer en trouvant des informations sur un forum que les plaques d'immatriculation étaient composées de 6 chiffres à partir du numéro 500 000.
Je n'avais plus qu'à imaginer une immatriculation en tenant compte de ces critères pour rester cohérent par rapport à mon projet. Pour la dernière des calcomanies, qui est l'insigne tactique représentant un semi-chenillé avec le chiffre 37 pour sa flaque 36, j'utilise des transferts à sec de chez Verlinden. C'est toujours primordial d'avoir le nécessaire pour faire les insignes et pour compléter l'identification et les marquages sur un véhicule. Une nouvelle fois, je mets de photographies d'engins survivants, dont notamment celui du Baston Barak en Belgique, pour avoir la localisation et le bon positionnement de celui-ci, car Dragon ne l'a pas du tout prévu dans son kit. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le principe des transferts à sec, la décalcomanie a une fine couche de colle, ce qui permet d'adhérer sur le support qu'on a choisi. L'astuce, c'est de découper le transfert et d'utiliser un scotch transparent pour pouvoir le maintenir fermement sur la surface qu'on souhaite identifier. Puis il suffit, avec un outil à boule ou un crayon de papier, d'appuyer fermement le motif pour qu'il se détache de son support et se colle sur le garde-à-bout avant de notre véhicule. Il faut bien insister et ne pas hésiter à passer plusieurs fois car vous n'aurez qu'une seule tentative. Une fois en place, on ne peut pas le repositionner et en cas d'erreur, la seule solution c'est de gratter pour le retirer et recommencer. Et pour ma part, je n'ai qu'un seul insigne sur la planche donc je n'ai pas droit à l'erreur. Puis une fois que vous êtes sûr, vous pouvez enlever le scotch qui va retirer le support et le sceller de calcomanie sur sa surface. La première étape du vieillissement, c'est d'appliquer un filtre général pour ajouter une variation chromatique, lier les différentes couleurs du camouflage et altérer légèrement la teinte de base. Je l'applique au pinceau en déchargeant l'excès du produit sur du papier absorbant pour ne pas inonder la surface. Je vous conseille également de diluer à hauteur de 50% si vous utilisez un produit tout fait et de repasser plusieurs couches si c'est nécessaire. Pensez aussi à vernir avant d'appliquer les produits à base d'émanel pour protéger votre peinture acrylique. Un exemple sur une des plaques du capot moteur, où on remarque un léger changement de couleur au passage du produit. Pour rappel, un filtre doit rester subtil et modifier légèrement les couleurs. Je poursuis le vieillissement avec le travail aux huiles et pour m'aider dans le choix des couleurs, je m'aide de cet outil qu'on appelle la roue ou le cercle chromatique. Il est très pratique et les figurinistes l'utilisent beaucoup pour le choix des teintes. Ça vous permet de simuler les combinaisons que vous souhaitez faire, en l'occurrence les couleurs à choisir pour assombrir ou éclaircir le vert du camouflage par exemple. Alors on a tendance à croire qu'il faut prendre du noir ou du blanc, mais au final pour travailler la couleur verte, on va utiliser du jaune et un vert foncé. L'outil permet aussi de déterminer tout ce qui est couleurs complémentaires, c'est-à-dire les couleurs qui s'opposent sur le cercle chromatique avec 3 niveaux d'effet du plus sombre au plus clair. Pour cette étape, je travaille aux oil brushers. Ils ont l'avantage d'être directs à l'emploi par rapport aux huiles en tube où il faut d'abord les décharger sur du carton pour retirer l'huile de lin. Pour la couleur verte, je vais utiliser du jaune et un vert foncé. Puis pour les taches marron, 2 couleurs de brun, un clair et un foncé. Et pour la teinte de base, l'ensemble des couleurs, et je rajoute pour donner un premier effet de patine à mon camouflage, la couleur Dust. Je dépose des petites noisettes d'huile sur les zones que je souhaite traiter. Je vous conseille une nouvelle fois de travailler par sous-ensemble et au fur et à mesure. Je me suis rendu compte avec l'expérience que quand les huiles sont secs, elles sont encore plus difficiles à travailler. Je commence par le bouclier du canon anti-aérien en commençant par les taches vertes, puis par les taches brunes et je termine par la couleur de base, le jaune allemand. Pour fondre les noisettes d'huile, j'utilise le produit de chez VMS, le Oil Expert. Ne soyez pas déroutés par sa couleur violette, elle n'altère en rien le résultat et de plus, elle a un effet matifiant. Pour les surfaces verticales, je fais un balayage du haut vers le bas pour tirer les huiles. Pensez également à bien décharger votre pinceau sur du papier absorbant pour ne pas y noyer la zone, ce qui mélangerait toutes vos couleurs pour créer un filtre général très foncé presque noir. Pour les surfaces horizontales, je fonds les noisettes les unes après les autres en évitant de les mélanger entre elles. Pour rappel, le travail aux huiles a pour but de donner un nouvel effet de légère variation chromatique à votre peinture et apporter des nuances supplémentaires à votre camouflage. Le résultat, après un travail fait sur le bouclier avant du canon, on peut remarquer une altération des couleurs qui se sont affadies et donnent un premier effet de vieillissement très intéressant. Je termine en rehaussant les détails avec un lavis localisé. Par habitude, je les réalise avec les produits tout faits de nos fabricants de peinture, mais je vous déconseille d'utiliser directement le produit sorti du pot. Je me rends compte avec l'expérience qu'il a tendance à s'accumuler au fond du pot et qu'il faut bien le remuer et rajouter un peu de diluant pour obtenir la bonne consistance. En général, je fais plusieurs tentatives de mélange en faisant des essais sur une partie pas visible, sous le dessous du véhicule par exemple, jusqu'à ce que j'obtienne la bonne consistance. Puis une fois qu'il est sec au toucher, je nettoie les surplus avec un pinceau d'essence F qui agit comme une sorte de décapant et va effacer les surplus de produits autour des détails que j'ai mis en valeur. Je n'ai plus qu'à terminer avec une couche de vernis mat de chez VMS pour conclure cette première partie du vieillissement.
Pour l'usure du véhicule, je vais faire quelque chose de léger. Étant donné qu'il s'agit d'un engin qui était entretenu et qui n'était pas forcément en première ligne en tant qu'unité de défense antiaérienne, avec une entrée en guerre officielle vraiment lors du débarquement du 6 juin, je vais faire un travail d'usure sur les parties en contact avec l'équipage et l'environnement. J'utilise deux couleurs, le jaune allemand utilisé pour la base du camouflage et la couleur shipping pour les traces d'usure. Et pour travailler tranquillement, vu que c'est des sessions très longues au pinceau, et pour éviter que la peinture sèche trop vite et que je puisse aussi faire des rattrapages si c'est nécessaire, je rajoute une goutte de retardateur de séchage. Par habitude, je commence toujours par une partie qui sera le moins visible pour me refaire la main sur la méthode, ici le support de la pièce anti-aérienne. La technique de l'éponge est la plus simple pour ce travail et très facile à utiliser. Il faut juste penser à décharger les excès de peinture sur du sopalin, puis je tapote légèrement les surfaces susceptibles de s'abîmer pour déposer de manière aléatoire des traces de peinture. Puis avec un pinceau fin, je refais des reprises et des jonctions entre mes différentes tâches, je favorise les lignes de structure et les reliefs et j'attends que ce soit sec au toucher. Puis je reprends l'intérieur de mes tâches avec un pinceau très fin et la couleur shipping. Alors c'est un travail qui est très long et très fastidieux, parfois ça nécessite même de recommencer, d'où l'intérêt du retardateur de séchage, où avec un simple cure-dent on peut effacer le produit et recommencer si on a eu la main trop lourde. Puis je termine avec un produit à base d'émanel de couleur rouille légère, Light Rust, que je dépose sur mes tâches pour donner un effet de vieillissement supplémentaire. Puis une fois qu'il est sec au toucher, je les fonds, je les atténue avec un pinceau imbibé de diluant. Je conclus en reprenant les arêtes vives avec un crayon gunmetal pour laisser apparaître les parties métalliques à nu. Revenons à notre tableau de bord et nos décalcomanies de chez Quinta Studio. Ils sont très connus par les avionneux mais commencent à proposer des sets pour les blindeux pour notre plus grand plaisir. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, ils ont la particularité d'être en relief et très bien colorés, et ce travail comme les décalcomanies traditionnelles, il suffit juste de les tremper dans l'eau pour qu'ils se détachent de leur support. Un exemple avec le tableau de bord qui s'intègre parfaitement. J'avais fait le nécessaire au montage en découpant la carte plastique pour qu'elle ait la même forme et la même dimension, et on n'a pas besoin de colle pour les maintenir, en séchant elles s'adhèrent parfaitement sur les surfaces. La seule chose que je fais, c'est que je reprends la peinture car la couleur proposée par le fabricant est différente de la peinture que j'ai choisie et le contraste est vraiment très visible. J'applique la couleur très diluée et je recouvre les surfaces par plusieurs voiles fins, puis je repique aussi certains détails avec une couleur plus claire. Je reprends aussi les verres des cadrans avec une résine transparente qui se durcit au contact d'une lampe ultraviolet. Pour ma part, j'utilise le produit de chez Green Stuff World. Puis il reste à vieillir, patiner comme le reste de la maquette avec les jus, les filtres et les éraillures pour terminer parfaitement son intégration avec le reste du modèle. Je passe sur une autre partie qui va être visible et intéressante à travailler, c'est le moteur. Je commence sur la base d'un après noir avec la couleur rouge anti-rouille en utilisant du Rod Brown et du Rod Brown Light pour apporter quelques éclaircies. J'utilise ensuite la technique du fluide d'écaillage pour enlever à l'aide d'une brossette interdentaire la couleur d'origine, un bleu-gris qui est similaire à celui que j'ai utilisé sur mon char Tigre. Les détails sont repris aux acryliques. Tuyaux, gaines et câbles électriques sont peints avec un pinceau fin. Et pour les plaques signalétiques, j'utilise des décalcomanies supplémentaires de mon set de chez Quinta Studio qui tombaient à pic. Je continue par quelques filtres pour affadir les couleurs et également apporter un premier effet de vieillissement par des dépôts de terre et de poussière. Je termine ensuite avec des traces de graisse avec des produits type œil expert et un mélange de pigment noir et de vaseline pour la partie inférieure du moteur. Alors certains d'entre vous m'ont fait part qu'il y avait certaines étapes dans les vidéos où il faudrait que je passe un peu plus de temps pour les explications, voire même que je devrais y consacrer une vidéo à part entière. Chose de faite pour le moteur, vous trouverez sur ma chaîne un tutoriel complet avec la 30aine d'étapes pour la peinture et le vieillissement. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. J'arrive sur l'étape que je redoute le plus, c'est de retirer les masques de protection sur le pare-brise. On peut déjà voir que sur certains endroits ils se sont décollés sur les bords. Alors j'utilise une pince à épiler et je le retire lentement et sans forcer le film de protection. À cette étape-là, je peux pas me permettre de casser ou d'abîmer le pare-brise, qui pour rappel est intégralement en photodécoupe et m'a donné beaucoup de sueur froide par sa complexité et sa fragilité. Alors dans l'éventualité où des traces de peinture peuvent apparaître comme ici, et qui ne se retirent pas avec de l'eau, j'utilise dans un premier temps du diluant à peinture qui va peut-être faire fondre les taches, et si ça ne marche toujours pas, je passe au décapant acrylique que j'utilise pour nettoyer les pinceaux et je retire les excès en frottant doucement. Puis avec un autre pinceau, je retire tout de suite le produit pour ne pas abîmer les parties transparentes. Le vieillissement consiste à mettre une fine couche de poussière qui se serait déposée lors du transport ou par la pluie en balayant du haut vers le bas pour apporter des traînées. J'ai également fait un petit masque de la forme des essuie-glaces pour apporter une touche de réalisme supplémentaire.
Pour le vieillissement du train de roulement, alors que ce soit de la poussière ou de la boue qu'on veut faire, c'est souvent un petit peu un casse-tête pour savoir les couleurs et les textures qu'il faut utiliser. Moi, pour m'aider, je me suis fait un nuancier avec les produits de chez Hamo, la gamme Mud et la gamme Splash, et je tiens compte ensuite de deux choses dans mes choix. La première, c'est l'environnement dans lequel évolue le véhicule. Ici, on est sur un sol européen, et ensuite je regarde les conditions météorologiques, et en cherchant sur internet, on parle en fait d'une vague de chaleur en août 1944, il a fait très chaud, plus de 30 degrés, avec des périodes orageuses et pluvieuses qui sont confirmées par des photographies d'époque. Donc on peut conclure, on peut un peu supposer, que le véhicule a alterné entre des terrains secs et des terrains humides, et donc on va faire un vieillissement assez léger entre une légère couche de poussière et de boue avec quelques traces de projection. Je m'inspire aussi de photographies d'époque, et avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, on peut même les coloriser pour vraiment avoir une idée des couleurs et une meilleure idée du vieillissement à faire. Alors par habitude, moi j'utilise toujours deux teintes pour créer du contraste. La couleur la plus claire, c'est souvent les traces les plus anciennes, celle qui est sec et qui est sur le véhicule depuis un petit moment, et une couleur un peu plus foncée pour la partie plus récente et plus fraîche. Et en m'aidant de mon nuancier, je sélectionne deux produits de la gamme Splash qui sont en fait beaucoup plus fins, moins épais que les Mud, et qui vont suffire amplement à ce que je souhaite réaliser. Je commence par la couche de poussière, celle qui est la plus ancienne, la plus fine. Je fais un lavis localisé en diluant fortement le produit, et je l'applique avec un pinceau, et naturellement, il va se concentrer dans les coins et les creux du châssis pour faire des dépôts naturels. J'en applique également sur le centre des galets. Alors l'avantage, c'est que ces produits sont à base d'émanel, donc si vous n'êtes pas satisfait du résultat, vous pouvez tout effacer et recommencer, même si c'est sec quelques jours plus tard, ou adoucir et atténuer les effets avec une éponge à maquillage. Pour les projections, je vous recommande toujours d'utiliser un pinceau à poil dur pour faciliter la répartition et avoir un meilleur résultat. Et je vous conseille également de toujours prendre un petit peu de produit à l'extrémité du pinceau et de faire quelques essais sur du papier absorbant pour bien maîtriser la technique et pour éviter d'avoir de grosses gouttes. Le but, c'est de travailler finement et que ça reste quand même assez réaliste. Je poursuis avec la boue la plus fraîche, celle qui est plus foncée, avec les mêmes techniques. Je réalise en premier de nouveau un lavis en diluant fortement le produit, mais je ne l'applique pas au pinceau comme précédemment. Je fais tout simplement des projections pour déposer de manière aléatoire des taches de boue et créer un contraste. Puis je réalise les vraies projections avec le produit directement sorti du pot. Pensez juste à une chose, il faut vraiment bien le remuer. Il faut que vous sentiez quand vous mélangez le produit qu'il n'y ait plus de résistance et que vous ayez une texture fine et homogène pour obtenir un résultat avec des effets très convaincants. Au final, en utilisant des techniques simples de projection, de produits dilués et de produits bruts, et en alternant les couleurs pour créer du contraste, on peut obtenir un vieillissement très intéressant. On peut également compléter avec des traces de saleté. En général, j'utilise le lavis de couleur noire qui est idéal pour cet exercice. Et aussi des produits pour représenter les traces de graisse qu'on peut mettre sur les lames de ressort par exemple ou sur des éléments mécaniques. Je passe maintenant sur les chenilles métalliques. Je commence par les nettoyer avec de l'alcool pour favoriser l'activation du produit de brunissage. Je vous recommande celui de chez VMS, le Black Track Pro 2. Il ne nécessite aucun mélange et il est directement prêt à l'emploi. Un conseil pour ce genre d'exercice, c'est de trouver un récipient suffisamment assez long pour accueillir les deux chenilles dans le sens de la longueur et pouvoir les immerger complètement. La réaction est très rapide, comptez en moyenne entre 10 et 15 minutes en fonction du degré de vieillissement que vous souhaitez. Un aperçu du processus de transformation en vidéo accélérée. Par habitude, quand c'est terminé, je récupère le produit avec l'aide d'un entonnoir. Je pense juste à le filtrer avec un filtre à café pour éliminer les résidus de particules métalliques oxydées. Avec cette astuce, ça me permet de réutiliser le liquide plusieurs fois. Je laisse sécher une journée et voici le résultat après ce petit exercice de chimiste qui est vraiment très convaincant et donne une très bonne base pour le vieillissement à venir. Je commence par créer un filtre maison avec une huile couleur rust que j'applique sur l'ensemble de la chenille pour atténuer ses teintes de noir et la tirer vers une couleur rouille foncée. Pour les parties usées où le métal est mis à nu, une simple éponge abrasive vous permet de les réaliser très facilement en frottant les surfaces. Pour le vieillissement de la chenille, j'utilise bien évidemment les mêmes produits que j'ai choisis pour le train de roulement pour rester un minimum cohérent. J'utilise la même technique, le principe d'appliquer en premier une boue ancienne de couleur claire sous forme d'un lavis localisé pour qu'elle se concentre dans les parties les plus profondes de la chenille et un balayage sur les surfaces intérieures dans le sens de marche du véhicule. Puis une fois que c'est sec, j'applique la deuxième couleur de manière moins intense pour créer du contraste, toujours en me concentrant dans les creux et les zones où la poussière et la boue peuvent naturellement se concentrer et se déposer. Pour les gros excès de produits, je les retire tout simplement avec un coton-tige imbibé de diluant. Je poursuis le vieillissement en apportant 2 tonalités de rouille supplémentaires en utilisant une nouvelle fois des produits à base d'émanel.
Je commence par la couleur Light Rust en faisant des petites projections avec un pinceau et un cure-dent, puis j'ajoute une couleur un peu plus foncée avec du Striking Rust avec la même méthode. Je termine ensuite avec les parties en caoutchouc. Je fais un mélange de noir mat et de rubber à part égale, et je rajoute aussi quelques gouttes de vernis mat de chez VMS. Pour rappel, les peintures de chez Armo donnent un effet satiné. Et je vous déconseille fortement de venir vernir les surfaces qui ont reçu des pigments car ils ont tendance à les effacer ou les dénaturer fortement. Le lendemain, je peux appliquer directement mes lavis avec les mêmes produits que j'ai utilisés pour le reste de la chenille. Et le fait d'avoir mis du vernis dans la peinture me permet de les réaliser sans prendre le risque d'abîmer les couleurs acryliques. Au final, après de nombreuses étapes, on obtient une chenille réaliste avec des fines traces de poussière et de boue en adéquation avec le travail fait sur le châssis et le train de roulement. Il ne reste plus qu'à maintenant à assembler toute la maquette. À ce stade, j'assemble définitivement la maquette, hormis la pièce de DCA qui sera vraiment montée à la toute fin. Et il me reste deux choses à faire sur le véhicule. La première, c'est le camouflage à partir de végétation et aussi tous les accessoires qui vont venir sur la plage arrière sur le plateau. Une particularité des véhicules en Normandie, c'est le camouflage à partir d'arbres et d'arbustes largement utilisé par les Allemands pour les embuscades et également pour se cacher de l'aviation alliée qui était dominante. Je vous recommande d'utiliser le Zechium, qu'on appelle aussi l'écume de mer, qui est un produit très réaliste et ressemble à un arbre une fois sec, et il se peint très facilement aux huiles et aux acryliques. Vous en trouverez facilement chez vos revendeurs de maquettes qui ont un rayon pour les produits de diorama. J'utilise aussi également des arbustes faits à la main de chez Green Stalwart où je récupère les feuillages que je trouve très réalistes. Pour faire les feuilles d'arbre, j'ai une perforatrice pour les réaliser moi-même. On en trouve de différentes sortes et le produit propose plusieurs tailles et formes variées. Ça permet d'apporter de l'alternance et de la mixité pour éviter d'avoir quelque chose de trop homogène. Je commence par découper des branches à l'aide d'une pince coupante en choisissant celles qui sont le plus adaptées à mon échelle, puis je retire les petites graines noires qu'on peut semer pour en faire pousser dans son jardin. Si jamais vous avez la main verte, je vous recommande de le faire. Je réalise le feuillage à partir de feuilles issues d'un arbre de mon jardin. Je découpe avec ma perforatrice ces motifs que je récupère dans un petit pot pour ne pas les perdre. Puis je les colle directement avec de l'astiano pour avoir une prise rapide. N'hésitez pas à multiplier plusieurs feuilles sur une branche pour avoir une végétation assez dense et réaliste. Pour apporter de l'alternance à mon camouflage végétal, j'utilise des arbustes. Je sélectionne quelques branches que je retire soigneusement de l'emballage pour ne pas les abîmer et je découpe la tête pour reprendre la partie feuillue. Pour éliminer les quelques tiges de plastique qui dépassent et que je ne trouve pas esthétiques, j'utilise un briquet à arc électrique pour faire fondre précisément les parties que je ne souhaite pas conserver. Puis, je les colle avec de l'astiano sur des morceaux de Zechium pour obtenir des branches qui vont être utilisées en alternance avec celles que j'ai fait avec des feuilles d'arbre. Avec des huiles, je réalise deux filtres, un de couleur brun pour apporter des tonalités supplémentaires à mon bois et un autre de couleur vert pour reprendre les feuilles et apporter quelques subtiles nuances de vert pour éviter d'avoir un feuillage trop uniforme. Il ne me reste plus qu'à positionner le camouflage à base de branches en m'aidant de photographies d'époque pour sélectionner les parties qui étaient cachées. Le but est de casser les angles saillants du véhicule pour pouvoir le confondre au maximum dans l'environnement dans lequel il évolue. J'utilise du fil de modélisme naval que j'ai peint et patiné pour représenter du fil de fer qui vient maintenir mes branches contre les ridelles et également contre le bouclier avant du canon. Un petit détail qui a toute son importance, sans ça on aurait l'impression que les branches flottent dans le vide et que le spectateur se poserait vraiment la question de savoir comment elles tiennent. Je termine par les accessoires. Beaucoup sont en impression 3D. Une nouvelle fois, merci à la personne qui a développé de nombreuses pièces pour la maquette de chez Dragon. Ils ont été peints et vieillis avec les mêmes méthodes que pour le véhicule. L'ensemble est installé sur les banquettes et sur le plateau arrière de manière désordonnée, comme si l'engin a été précipitamment abandonné. Les utilisateurs n'ont pas eu le temps de tout emmener avec eux, ni même de le saborder. Hypothèse qui se confirme, car de nombreuses photographies montrent des véhicules qui ont été récupérés par les Alliés complètement intacts. Voilà les amis, on arrive à la fin de ce nouvel épisode. Beaucoup de choses avec ce véhicule, un travail très conséquent. Ce qui est normal avec les semi-chenillés, c'est atypique avec ce genre de véhicule, étant donné qu'on a toute une partie intérieure à faire et à valoriser, que nous n'avons pas forcément sur nos blindés classiques. J'ai pris beaucoup de plaisir pour la peinture et le vieillissement. Je trouve que c'est un engin très intéressant à camoufler et à détailler. Il est assez imposant et agréable à regarder dans l'ensemble. La partie camouflage a été un véritable challenge pour arriver à la bonne recette, complétée par un camouflage à base de végétation bien proportionné. Je ne voulais pas transformer le véhicule en bosquet sur chenille où on n'apprécierait plus les détails. L'ambiance sur le plateau arrière correspond à ce que je souhaitais faire, une sensation de véhicule abandonné.
On va se retrouver bien sûr pour le dernier épisode sur le diorama qui va conclure cette série de vidéos sur ce projet Devoir de mémoire et de maquettisme pour les 80 ans du débarquement. En attendant, merci à tous ceux qui me suivent, se sont abonnés à ma chaîne, pour vos messages, vos réactions, vos encouragements, ça me fait très plaisir. Et évidemment, ça me motive à continuer l'aventure, à partager mes réalisations avec vous. En attendant, prenez soin de vous. L'été approche avec ces vacances qu'on attend tous. Moi, je vous dis à bientôt dans l'atelier. Ciao tout le monde.